On va pas faire comme si on se rencontrait là maintenant, hein. Ça tourne, donc on va continuer comme ça. Donc du coup, Muriel, moi ce que je voudrais avant tout, c'est que tu te présentes toi, que tu présentes un petit peu ton parcours, et puis qu'après, tu m'expliques comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais. Je dis rien à la caméra, ils comprendront, enfin je veux qu'ils apprennent ce que tu fais, mais qui est très lié à ce que nous on fait chez YB, c'est-à-dire de la vidéo marque employeur. Exactement, ça fait. Alors bonjour à tous, moi c'est Muriel, bonjour Yaniv. Alors moi j'ai plutôt un parcours, on va dire en marketing et com digital. Je suis tombée dedans il y a un peu plus de 20 ans, voilà, à Paris. Alors, j'ai commencé dans une petite agence, je suis passée chez Club Internet, qui était le premier FAI français et dernier, je crois, à peu près, qui existait. En fait, Club Internet. Exactement. Je crois que j'avais un modem, moi, Club Internet. Ah bah, je pense que tout le monde a un souvenir, en fait, du coup, de Club Internet, avec le bruit du modem, oui, d'ailleurs, voilà, aussi. Donc, j'ai fait ça pendant notamment 6 ans, et puis j'ai travaillé après dans différents domaines, et j'ai terminé notamment pendant 11 ans au sein du groupe LDLC, hein, voilà, une grosse PME lyonnaise de distribution informatique, B2C et B2B. Mais j'ouvre une parenthèse d'ailleurs, LDLC qui s'est à la fois distingué sur la partie image de marque, parce qu'on les voit à la télé, on sent que c'est le conseiller de proximité, on va dire, et en même temps sur la partie stratégie RH, puisque LDLC ça a été une des premières boîtes, et ça a fait grand bruit, qui est partie sur la semaine de 4 jours, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors du coup, je quitte LDLC après 11 ans. Je repars en ayant énormément appris en fait de LDLC, puisque c'est notamment une boîte dans laquelle on a énormément d'autonomie. Tu es carrément presque directement en fait à diriger ta business unit. C'est-à-dire que moi c'était comme si c'était une business unit marketing et com en l'occurrence. Et donc je sors de LDLC et je recherche du travail pour autant. Ce qui est hyper important pour moi, c'est de réussir à un moment en fait à comprendre quelle est la stratégie d'une entreprise et comment, par mon expérience et les équipes avec lesquelles du coup je vais pouvoir ouvrir, comment on peut contribuer en fait à asseoir cette croissance et vraiment à l'accompagner. Les petites annonces, voilà, j'y réponds pas beaucoup et en fait j'ai la chance d'avoir des clients qui viennent déjà me voir pour me dire on n'a pas de poste pour toi mais par contre on aimerait bien que tu bosses avec nous. Et ça vient forcément me questionner et je me dis écoute, malgré les peurs, pourquoi pas? Et alors, non seulement je me suis dit pourquoi pas, mais je me suis dit, mais je vais même pas juste être auto-entrepreneuse, je vais créer vraiment mon agence, en fait, en l'occurrence, qui s'appelle Extra Mint, voilà, okay. Parce que je trouvais que Mente Extra Forte, je trouvais que bizarrement, ça allait bien, ne serait-ce qu'avec mon débit de parole. Donc Extra Mint, c'est une agence de stratégie opérationnelle sur marketing communication. Alors, j'ai même repositionné Extra Mint un peu différemment. Ça va faire le lien avec ce que je te disais précédemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment en fait de travailler sur une stratégie d'entreprise. J'aide les entreprises, du coup, les entrepreneurs aussi notamment, à créer vraiment une croissance, du coup, et les accompagner dans la croissance de leur entreprise en s'appuyant sur leurs équipes. Voilà. Ok. Le plus beau capital en fait d'une entreprise, c'est son capital humain, véritablement. Et ça, je le tiens notamment de ce qui m'avait motivé à faire mes études en communication environnementale. C'est un des piliers en fait du développement durable. C'est bien en fait l'humain. Voilà. Et tu vois, du coup, il y a quand même le fil rouge qui est là. Je commence à le voir, ouais. Exactement. Donc ça, c'est Extra Mint, voilà. Et une fois que j'ai dit ça, il se trouve que derrière, il y a plusieurs offres en fait qui se déclinent du coup et qui vont permettre à un moment en fait de pouvoir travailler notamment avec des pôles de compétences. Et c'est là qu'intervient Meristem. Voilà. Alors il faut m'expliquer du coup quelle est la différence entre les deux. Ouais. Alors Extra Mint, je t'ai planté du coup la big picture, voilà. Et Meristem va travailler du coup sur ce qu'on appelle la marque employeur. Mais du coup, comment une entreprise va mettre en œuvre du coup bon nombre d'actions pour pouvoir attirer du coup des talents, des candidats et les conserver. Parce que c'est pas tous des gars, c'est pas tous des attirés, il faut bien évidemment du coup leur donner envie de rester. Et ça, du coup, c'est, je peux pas le faire toute seule parce que je pense qu'il y a vraiment en fait une croisée de compétences du coup à avoir. Et là, je retrouvais Elodie Estrabol, donc LDLC. C'est pas vrai. Ah, je savais pas. Du coup, du groupe LDLC. Et là, on s'est associés toutes les deux en fait pour dire plusieurs choses. La première, c'est que la marque employeur n'est pas qu'un sujet de RH. Voilà. Et que c'est bien, en fait, en l'occurrence, travailler avec les RH sur, mais toute l'entreprise, et notamment les directions, sur quels sont les atouts véritablement d'une entreprise, comment on capitalise dessus, mais en même temps, comment, en fait, on va pouvoir travailler à optimiser un certain nombre de vraies raisons pour faire venir les candidats. Ok. Et comment on va écrire une ligne de vie, j'ai envie de dire, qui soit la plus longue possible. Donc on intervient aussi bien du coup en profondeur sur des aspects du coup vraiment RH
de culture d'entreprise, de rituels, d'onboarding dont on parlait tout à l'heure, voire même d'offboarding, donc du coup vraiment d'acculturation et des vrais process opérationnels. Et puis une fois que ça c'est quand même d'équerre, là on travaille sur la communication, là on travaille sur la mise en lumière. Alors attends, avant de parler de la communication, alors on va rester sur Meristem du coup, pour rester sur la partie marque employeur, bien que Extramine, j'ai l'impression que c'est tout aussi passionnant. Mais là où moi je vais commencer à te rejoindre, quand un client vient voir Meristem, c'est quoi son problème? Est-ce qu'il n'arrive pas à attirer? Est-ce qu'il n'arrive pas à garder? Les deux? Alors, 9 boîtes sur 10 viennent pour des problèmes de recrutement. Ok, ils viennent te voir parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Exactement, la plupart du temps c'est ça. En même temps, il y a 4 boîtes sur 5 depuis 2 ans qui ont des problèmes de recrutement. Et c'est pas prêt de s'arranger. C'est ça. On est à un taux de turnover du coup au niveau national qui a dépassé les 15%. Donc 15% national? Ça n'a jamais été atteint. Donc de toute façon, voilà. Le Covid, on le sait bien, est passé par là. Ça a changé forcément beaucoup d'habitudes. Et les entreprises se retrouvent, notamment des entreprises et de secteurs extrêmement variés, se retrouvent un petit peu démunies du coup par rapport en fait à ces changements de donne. Voilà. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous qui attirions plutôt, là on attire moins, voire on n'attire plus, voire on n'attire plus les bonnes personnes? Et toi, pour l'instant, tu arrives à donner des réponses à ça? Alors, moi j'ai toujours des idées, et Elodie aussi bien évidemment, mais en l'occurrence, ce qui est surtout important, c'est que ça soit la réponse de l'entreprise. Alors c'est ça que c'est ça sur quoi je voulais juste dévier 2 secondes. On va revenir sur l'entreprise en elle-même, mais d'abord, est-ce que toi, tu as des réponses conjoncturelles ou structurelles pour expliquer ce qui se passe là depuis 2-3 ans? Pourquoi est-ce qu'il y a tout le monde qui n'arrive pas à recruter? Enfin, qu'est-ce qui se passe? J'avais la solution, ça se saurait. Non, mais avec ton expérience, comment est-ce que tu expliques ça, quoi? Du coup, ce qui me paraît important, c'est plusieurs choses. Déjà, il y a des nouvelles générations qui arrivent. Alors, on va dire forcément que le fait d'avoir du mal, du coup, les chocs intergénérationnels, ça a toujours existé. Ça, il n'y a pas de souci. Dans l'entreprise, tu veux dire? Dans l'entreprise, puis Ok. même dans la société tout court. Oui, oui, bien sûr. Mais en l'occurrence, du coup, c'est important de créer des ponts, bien évidemment, entre les générations. Il y a une génération, du coup, de jeunes avec des nouvelles attentes, en fait, en l'occurrence, on en parle, du coup, pas mal aussi par rapport à ça, qui ne sont pas sur les mêmes grilles de lecture que les anciennes générations. J'en parlais encore, du coup, avec une entreprise ce midi. Un jeune qui part à 17h30, du coup, pour la plupart du temps, c'est très bien considéré, c'est normal pour lui. Pour d'autres, ça veut dire qu'il n'est pas engagé. On n'est pas sur les mêmes grilles de lecture. On n'est pas en fait sur les mêmes, on va dire sur les mêmes canevas en fait pour réussir à se comprendre. Donc il y a une petite fracture à ce niveau-là. Il y a aussi, du coup, la pandémie, on le sait très bien, ça a isolé beaucoup, ça a donné aussi, du coup, envie à beaucoup de personnes, en fait, au bout du compte, de se dire qu'est-ce que c'est que ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que je me dois, surtout, comment je fais en sorte d'être pleinement heureux, et être bien, en fait, dans ma vie, du coup. Donc ça veut dire des prises de décision, parfois professionnelles, différentes, voilà, en se disant est-ce que ce travail me nourrit intellectuellement, est-ce qu'il contribue à m'épanouir, et puis il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont installées du coup dans leur façon de fonctionner depuis très longtemps. Le management à papa? Ben voilà, exactement, très pyramidal en fait en l'occurrence, et qui ne voit pas forcément venir en lame de fond quand même des nouvelles tendances qui sont extrêmement importantes, puisqu'elles sont plus si nouvelles que ça, mais qui sont en fait du coup plus de partenaires, de coachs d'équipe, type coach sportif, en fait, de manager. C'est marrant que tu dises ça parce que j'avais fait une vidéo là il n'y a pas très longtemps sur une étude Indeed qui disait justement que parmi les quatre attentes les plus populaires parmi les candidats, l'une des attentes les plus populaires, c'est un nouveau type de management où le manager n'est plus un manager stricto sensu, mais est presque un coach, quoi. Un coach, un motivateur, quoi. Oui, exactement. Et du coup, le problème, c'est que très souvent dans les entreprises, il n'y a pas de culture managériale, en fait, en l'occurrence. Donc chacun fait comme il peut, j'ai envie de dire, pour caricaturer un petit peu les choses. Mais donc, c'est souvent des experts, en fait, qui ont gravi les échelons, hein, mais du coup, qui ne sont pas forcément outillés pour être vraiment des managers qui doivent gérer des équipes, donc des personnalités différentes, des histoires, des expériences, du coup, en fait, différentes, à des moments de vie aussi un peu tous différents. Voilà. Donc, du coup, il y a aussi ça. Et puis, il y a une autre raison, je trouve aussi, c'est qu'il y a, et en même temps, c'est bien parce que tout ça vient de se bousculer. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont eu plus ou moins de succès au niveau commercial, mais qui ne sont pas forcément posées la question de véritablement qui elles sont.
Et à un moment, en fait, pour réussir à attirer, c'est comme dans la vraie vie, hein, il faut en fait savoir véritablement aussi qui tu es. Se recentrer, ouais. Oui, et parce qu'au début, quand on crée une entreprise, on est très proche du manager, de ses managers et surtout des fondateurs qui portent l'ADN. Et puis l'entreprise grandit de plus en plus, on s'en éloigne, en fait, et souvent ça se dilue. Et finalement, eh bien, en tant qu'entreprise, il y a l'image qu'on pense avoir, il y a l'image qu'on a véritablement, et l'image, en fait, au bout du compte, que les autres ont de nous, en fait. Donc, du coup, ce qui est important, c'est, en l'occurrence, celle que les dirigeants peuvent avoir, celle que les partenaires, du coup, les clients, etc., ont, celle notamment que les équipes également en interne ont. Ce qui est hyper important, c'est que les trois soient vraiment complètement cohérentes. Donc, il faut qu'il y ait absolument une cohérence entre l'entreprise, entre l'image de l'entreprise auprès de ses clients et de ses collaborateurs? Complètement. En fait, alors, pourquoi? Parce que c'est comme n'importe quelle personne humaine. Voilà, on n'a pas envie d'être avec un schizophrène, on a envie d'avoir quelqu'un. Alors, on a tous des facettes différentes, bien évidemment, mais on a envie qu'il y ait effectivement une cohérence, qu'il y ait quelque chose en fait qui soit aligné en fait par rapport à ce qu'on perçoit. Ok, mais est-ce que, oui, quand tu me dis ça, moi, ce que je vois, c'est un client qui aurait une bonne image d'une entreprise parce que les produits sont bons, parce qu'ils sont responsives, etc. Mais un candidat, lui, est-ce que, parce que l'image de l'entreprise à l'extérieur est bonne, pourrait intégrer cette entreprise et finalement avoir une mauvaise surprise en arrivant parce que les valeurs qui sont véhiculées à l'extérieur auprès des clients ne sont pas du tout celles qui sont véhiculées à l'intérieur. D'où l'obligation d'avoir vraiment une cohérence, d'accord. Parce qu'en fait, en l'occurrence, on le sait, 75%, voire même 80% en fait, des candidats, en fait, vous regardez sur Internet déjà à la base, en fait, ce qu'est l'entreprise. Donc, ils vont regarder son réputation, ils vont regarder du coup des sites de notation, ils vont aller regarder bien évidemment le site Internet, en fait, du coup, voir des profils LinkedIn, du coup, des personnes qui y travaillent. Également les posts, enfin, ils vont prendre tout ce qui va leur permettre de se faire une impression de la structure. Et bien justement, du coup, ça nous amène sur le fond du sujet. Toi, comment est-ce que tu conseilles aux entreprises de communiquer une fois que tu as fait le travail de fond, hein? Parce que ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est que d'abord, avant même de parler de communication, tu vas quand même déjà essayer de comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à recruter, pourquoi est-ce que, quels sont les ponts comme tu dis intergénérationnels qu'on peut faire, etc. Une fois que tout ça est mis en place, que tu as ta feuille de route, ta ligne rouge, comment est-ce que tu communiques? Alors déjà, avant du coup d'avoir fait ce travail de fond, il y a déjà, comme je disais tout à l'heure, il y a déjà des atouts et il y a déjà on va dire des bonnes choses sur lesquelles on peut déjà commencer à communiquer. Okay. Après, l'idée c'est de s'améliorer et en l'occurrence travailler sur qui on est en tant qu'entreprise et qu'est-ce qui va plaire en fait aux candidats et qui va leur permettre de rester pour les vraies bonnes raisons, hein, pas juste des baby-foot et des corbeilles de fruits. Mais ça va être du coup d'être embarqué par on l'a dit tout à l'heure, hein, par un dirigeant qui est un leader, qui a une vision et qui est en fait un langage du coup et une culture commune. Tout ça embarque, voilà. Plus bien évidemment tout ce qui va contribuer en fait à nourrir le collectif. Donc il y a comme des atouts sur lesquels communiquer. Et puis il peut y avoir bien évidemment toutes les actions qu'on fait au fur et à mesure, pas à pas, quand on est dans cette démarche de marque employeur en fait en l'occurrence. Le principal du coup, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, c'est que tout soit cohérent. Qu'on ait l'impression, en fait, que c'est cette même entreprise qui nous parle. Voilà. Et qu'on puisse, du coup, apprendre à mieux la connaître à travers les différents prismes que sont effectivement les partenaires, les clients, les équipes. Et pour être cohérent, du coup, c'est important que ce ne soit pas toujours l'entreprise qui parle d'elle en tant que marque, mais que ce soit véritablement les équipes qui la constituent, que ce soit éventuellement les partenaires qui travaillent avec, que ce soit les clients. C'est important j'ai envie de te dire, de se dénombriliser. Je ne sais pas si ça existe ce terme-là, mais en tout cas, d'avoir une... je viens de l'inventer. C'est d'avoir une communication humble et authentique. Voilà, c'est ça que je dirais qui est important. Et qui ne soit pas du bullshit c'est des termes à la mode, je vais vous faire venir pour des raisons qui sont fausses et qui quand on intègre une entreprise, on se rend compte que ce n'est pas la réalité. Ça, c'est désastreux. Ah bah oui, j'avais prévu une dernière question. Quelle est la place de la vidéo? Putain, mais c'est dingue. J'allais t'emmener là-dessus quand même. Non mais c'est fou quoi. À la base, il y avait ça aussi qui est important pour nous. Mais pour rappel, donc nous, on est une agence de production audiovisuelle. À la base, on fait de la vidéo tout court.
Et depuis un peu plus d'un an, on est vraiment sollicité beaucoup plus sur la partie marque employeur. Donc on a étudié, on a essayé de comprendre et on en est arrivé aux mêmes conclusions que toi, à savoir une communication humble et authentique. C'est vraiment nous ce qui fait notre ADN, c'est-à-dire on va vraiment aller chercher des détails dans les vidéos et les imposer aux dirigeants. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de batailler avec un client et j'ai eu gain de cause. Et s'il voit cette vidéo, il sait que je parle de lui. Pour mettre dans une vidéo un rituel qui est ultra personnel dans la boîte, dans laquelle, en gros, si tu laisses ton PC allumé et que quelqu'un passe derrière toi pendant que je ne sais pas ce que tu es en train de faire, il envoie un mail à toute la boîte et tu dois ramener le petit-déj. C'est tout con, mais bon. Voilà, c'est des trucs. Moi, je trouve ça tellement génial, ce petit truc, tu vois, dans cette boîte. J'adore ça. Quand j'étais là, j'ai vu ça, j'étais, mais c'est génial. Donc, on l'a mis dans la vidéo. Le dirigeant a dit non. On l'a laissé dans la vidéo. Le responsable com a dit ça peut être pas mal. On l'a relaissé. Et finalement, il a dit oui, donc ça va sortir comme ça. Voilà. Moi, c'est ce que j'appelle une communication humble et authentique. C'est-à-dire, on va vraiment aller chercher ces détails-là. Quelle est pour toi la place de la vidéo dans les recommandations que tu peux faire à tes clients sur la partie communication ? Plusieurs choses. Déjà, la vidéo, c'est souvent en fait les sujets de façon opérationnelle qui mettent d'accord les RH, les marketing com en fait et les dirigeants. Parce que c'est un média extrêmement puissant, hein, en fait en l'occurrence, qui donne envie. Alors si c'est bien fait, bien évidemment, mais qui donne envie. Hein, donc qui à un moment vont permettre d'aller au-delà des mots et de montrer sans expliquer en fait ce qu'est l'entreprise et comment ça se passe véritablement dans les coulisses de l'intérieur. Et là, on touche vraiment le cœur du sujet qui est comment les humains, les équipes qui font en fait l'entreprise, comment ça se passe pour eux. Est-ce qu'ils sont souriants? Est-ce qu'elles parlent avec plaisir de leur métier ou pas? Est-ce qu'elles donnent envie? Est-ce qu'on sent de la solidarité par exemple dans les équipes? Est-ce qu'on sent une bonne ambiance? Voilà. Tout ça a beaucoup plus de puissance en le montrant, bien évidemment, qu'en l'écrivant. D'autant plus que, on le sait très bien, puis moi, travaillant dans le marketing, je peux le savoir en connaissance de cause. Du coup, souvent, ce qu'on écrit, du coup, on peut le remettre en doute. Ce qu'on voit, bien évidemment qu'on peut le remettre en question, mais beaucoup moins, en fait, en l'occurrence. Mais ce que je trouve difficile, malgré tout, dans mon métier en tout cas, quand une entreprise vient me voir et me dit on voudrait créer du contenu marque employeur, la plupart du temps, ils veulent le faire parce qu'ils ont vu que le concurrent a fait des vidéos, ils veulent faire pareil. Donc déjà, c'est compliqué de leur faire comprendre que en fait, leur concurrent a fait des vidéos qui leur ressemblent à eux et il ne faut pas faire la même chose que leur concurrent. Ce que j'ai du mal aujourd'hui de plus en plus, c'est à... Comment dire? Est-ce que toi, tu vas préconiser un format en particulier pour une problématique en particulier? Ou bien est-ce que tu pars du postulat que, de toute façon, quel que soit le format choisi, et quand je parle de format, je parle d'une interview, je parle d'un vie ma vie, etc. Quel que soit le format, il faut, dans tous les cas, avoir dans cette vidéo des points précis pour que ça rentre dans la norme marque employeur. Alors, non. Moi, j'ai pas. En fait, alors déjà parce que je suis faite comme ça, je veux dire, moi, je suis, je pense, très, très ouverte. Je vais plutôt partir de l'intention, de l'objectif, en fait, du coup. Et après, pour moi, la vidéo va être un super levier. Mais je vais partir déjà, en fait, de qu'est-ce qu'on cherche à faire, en fait, en l'occurrence. Peut-être que des mix entre interview, du coup, et puis filmer directement, un peu en caméra cachée, limite, du coup, dans les bureaux, ça peut être des bons mix. J'ai envie de te dire, quelque part, peu importe. Ce qui est surtout important, et tu l'as très bien évoqué, c'est surtout en fait qu'on fasse quelque chose qui ressemble à cette entreprise, qui la montre vraiment dans sa singularité en fait. Et cette entreprise, encore une fois, elle est constituée des hommes et des femmes en fait qui sont là, qui ont tous une histoire, qui portent tous quelque chose en fait. Et c'est ça qui est surtout important. Donc je dirais que le seul truc moi qui est important pour moi, quand on parle de marque employeur, c'est de façon humble que l'entreprise en fait parle d'elle-même à travers les équipes et les personnes qui travaillent avec elles. Okay. Ça, c'est la seule chose que je retiendrai. Après, en termes de format, les interviews, voilà, et j'espère que ce n'est pas le cas là, mais ça peut être aussi barbant, en fait, au bout du compte. Voilà. C'est important que ça soit dynamique, que ça donne envie et que ça ressemble encore une fois à l'entreprise. Voilà. Donc, je ne m'arrête pas à un format, en fait, en particulier. Okay. Mais par contre, et puis après, il y a plein de choses qui peuvent se créer
aussi avec l'entreprise, des idées en fait qui peuvent se créer avec l'entreprise. Voilà, c'est quelqu'un qui a, je sais pas, qui a certains talents du coup en interne, qui à un moment, et ça je pense notamment à une expérience du coup avec un influenceur interne du coup qui avait été trouvé, je crois que c'est Charlène qui en avait parlé, mais en l'occurrence je trouve ça assez génial de se dire, on va se servir de la vidéo aussi pour révéler d'autres soft skills et d'autres possibilités, du coup, accompagnés par des gens comme toi, bien sûr, des professionnels, ça n'empêche pas, mais pour pouvoir donner à voir de façon encore plus sincère, du coup, aussi, ce qu'est cette entreprise. Ok, écoute, je le retiendrai pour mes prochains tournages. Dans ce cas-là. Merci beaucoup Muriel, je pense qu'on a largement dépassé l'horaire qu'on nous avait attribué pour cette salle. Oui, c'est pas grave. Hein. Merci pour la salle. Ouais, merci si vous voyez cette vidéo. On fait de la pub, c'est chez Cocoon, rue d'Algérie, à Lyon, c'est très bien. Voilà. Je recommande. Merci beaucoup. Merci beaucoup.